La touche de suppression a cessé de cliqueter. 6 mots restaient sur l'écran de Queen Bennett. Gardez la chemise. Perdez la tâche. Elle les a lus une fois pour le sens et une autre fois pour le rythme. La phrase avait commencé par « Ne laissez pas une tâche retirer un favori ». Tout ce qui a suivi n'a été que soustraction. Elle a retiré l'explication, coupé la formulation polie et laissé la promesse du produit, avec assez de caractère pour être mémorisée. À 28 ans, après 4 ans comme conceptrice-rédactrice à Seattle, Queen savait quand une phrase était terminée. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements pour le confirmer. La reconnaissance, cependant, avait toujours été plus facile à obtenir pour les autres membres de sa famille. À près de 300 miles à l'est, Arthur Bennett terminait ses heures de bureau à l'université privée de Spokane, où il enseignait les sciences politiques. Il aurait apprécié la discipline dans la phrase de Queen si quelqu'un lui avait montré les versions abandonnées et expliqué ce que chaque suppression accomplissait. Sans ce contexte, 6 mots sur un détergent auraient ressemblé à 6 mots sur un détergent. Laura Bennett voyait les 2 derniers patients de la journée à sa clinique de médecine interne. Elle avait confiance dans le travail qui produisait des résultats mesurables, un diagnostic, un chiffre amélioré, un traitement qui pouvait être inscrit dans un dossier. À Bellevue, Spencer regardait fixement un courriel de son directeur. Le frère aîné de Queen venait d'être promu ingénieur logiciel senior, un titre qu'il était heureux de recevoir et embarrassé de paraître heureux. D'ici la fin de la soirée, tout le monde dans la famille serait au courant de la promotion de Spencer. Aucun d'entre eux ne savait ce que Queen venait d'écrire. Ce déséquilibre ne signifiait pas que les Bennett aimaient leur fils plus que leur fille. Laura se souvenait des allergies de Queen et faisait des réserves de lait d'amande avant chaque visite. Arthur avait assisté à ses pièces de théâtre scolaire, aux réunions de parents et aux matchs de soccer. Spencer appelait chaque fois qu'il entendait parler de problèmes sur le col de Snoqualmie et savait qu'elle pourrait être en train de rentrer chez elle. L'amour n'avait jamais manqué dans la famille Bennett. La reconnaissance exigeait un langage qu'il ne possédait pas dans une égale mesure. Arthur avait la permanence. Laura avait une licence médicale. Spencer avait une maîtrise en informatique. Leur réalisation s'accompagnait de titres, de cérémonies et de progression familière. Le baccalauréat en anglais de Queen avait rendu la famille fière, mais sa carrière dans la publicité restait difficile à décrire pour eux. Quand les parents demandaient ce que faisait Queen, Laura disait généralement « Elle écrit des choses pour des entreprises », puis se tournait vers sa fille pour le reste. Queen avait appris à en fournir le moins possible. Conceptrice-rédactrice. Agence. Campagne. Les 3 réponses étaient vraies. Ensemble, elles suffisaient généralement à mettre fin à la conversation. Elle a téléversé la phrase terminée sur le lecteur partagé de l'agence. Son téléphone a vibré à côté de son café et la discussion familiale est apparue à l'écran. La discussion de groupe familial, que Laura avait nommée les Bennett avec un cœur bleu, se remplissait plus vite que Queen ne pouvait la lire. Le message de Spencer était en haut. J'ai des nouvelles. Ils m'ont promu ingénieur logiciel senior. Assez fou. Il avait passé 10 minutes à composer ces 2 phrases. Spencer n'aimait pas paraître fier, en partie parce que la fierté lui venait si naturellement qu'il s'en méfiait. Il n'avait aucune idée que le message frapperait sa sœur comme une autre démonstration du peu d'effort dont il avait besoin pour capter l'attention d'une salle. La salle faisait le travail. Laura a envoyé un emoji gâteau, suivi de « Je suis si fier de toi, chérie. Papa et moi sommes rayonnants. » Arthur utilisait son téléphone comme un télégraphe. Son simple pouce levé comptait pour de l'exubérance. Tante Debra a répondu, puis oncle Paul, 2 cousins, et un ami de la famille que Queen n'avait pas vu depuis Thanksgiving 2019. Elle a regardé les messages grimper jusqu'à la 30aine et a tapé « Si fier de toi ». 3 points d'exclamation. Assez d'enthousiasme pour être convaincante, y compris pour elle-même. Elle aimait Spencer. Ressentir de l'amertume face à la facilité de sa reconnaissance n'annulait pas cela. 47 messages. Queen a regardé de nouveau son écran. Gardez la chemise. Perdez la tâche. C'était la meilleure phrase qu'elle avait écrite de tout le mois. À 5:47 p.m., elle a téléversé l'ébauche sur le lecteur partagé de l'agence et est rentrée chez elle à travers la circulation de Seattle. Le lendemain matin, après l'examen du client, Victor a posté dans Slack, client approuvé. C'est bon pour le lancement. Merci, l'équipe.
C'était un message normal d'un directeur de création occupé. Chaque personne sur le compte avait contribué, et Victor n'effaçait personne. Malgré tout, le contraste a frappé Quinn. Spencer avait été nommé et loué des dizaines de fois. Sa phrase avait survécu à une réunion client intacte et était revenue à l'intérieur d'un pluriel d'entreprises. Elle a ajouté une réaction de coche et est retournée au travail. En mars, Seattle était encore assez humide pour que chaque fenêtre de bureau semble recouverte d'un film. C'est à ce moment-là que Stella Voss a rejoint le compte de Quinn. Stella avait 39 ans et était directrice artistique depuis assez longtemps pour se méfier de l'enthousiasme sans détail. Elle remarquait les marges, les pauses et la seule personne dans une réunion qui avait cessé de prendre des notes. Son attention était la raison pour laquelle Victor l'avait emprunté à un autre compte après que le directeur artistique habituel de Quinn ait quitté l'agence. Lors de leur première revue de création, l'équipe a parcouru une présentation à la vitesse de personnes qui avaient une autre réunion dans 20 minutes. Victor a cliqué au-delà de la diapositive 9. « Revenez en arrière », a dit Stella. Victor est retourné au deuxième titre de Quinn, le côté plus doux de se montrer. Ce rythme fait quelque chose de spécifique, a dit Stella. L'accent tombe sur se montrer, mais la phrase ne force jamais. C'est difficile à réussir. La salle a fait une pause. Quinn avait entendu gentil, fort et j'adore des centaines de fois. Stella avait nommé le travail à l'intérieur de la phrase. Merci, a dit Quinn. Après la réunion, Stella l'a trouvé dans la cuisine en train de se verser un café dont elle n'avait pas besoin. Écrivez-vous en dehors du travail? Non. Stella l'a étudié par-dessus le bord de sa tasse. Cela semblait répété. Quinn a souri malgré elle. Peut-être parce que les gens continuent de demander. Peut-être parce que la réponse n'est pas vraie. Stella est partie avant que Quinn ne puisse décider si elle devait être agacée. En avril, Spencer a envoyé un texto. Le mariage de Colin est dans 3 semaines. Je suis le témoin. J'ai 3 points et pas de discours. Pouvez-vous m'aider à ne pas avoir l'air d'un idiot? Puis, un deuxième message. Tu es la personne des mots. Quinn a fixé la phrase. Il le disait affectueusement. Spencer triait les gens par compétence. Leur mère était la personne médicale. Leur père, la personne de l'histoire et de la politique. Quinn, la personne des mots. Il n'entendait pas la réduction qu'elle entendait. Envoie-moi ce que tu as, a-t-elle répondu. Ce qu'il avait, c'était 3 points et une photo de Barnaby, le chien de la famille, portant un nœud papillon en plaid au Noël précédent. Spencer l'avait légendé, niveau de préparation actuel. Quinn a écrit le discours en 2 heures. Il était drôle sans humilier le marié, tendre sans paraître emprunté, et calibré à la voix de Spencer. Il a appelé dès qu'il l'a lu. C'est ridicule, a-t-il dit. On dirait moi si j'avais accès à un bien meilleur cerveau. Répète-le à voix haute. La blague sur la première année a besoin d'une pause. Je te revaudrai ça. Oui, en effet. 3 semaines plus tard, Spencer a posté la vidéo du mariage dans la discussion familiale. La lumière dorée de la salle de bal tombait sur la mariée alors qu'elle essuyait ses larmes. Spencer se tenait au micro, détendu et précis. La salle a ri là où Quinn avait placé les rires, et sais-tu là où elle avait laissé de l'espace? Laura a répondu la première. Spencer, ce discours était incroyable. Arthur a écrit, bien joué, mon fils. Avant que les louanges ne puissent aller beaucoup plus loin, Spencer a ajouté, pour tout dire, Quinn a écrit tout le discours. Je lui ai donné 3 points terribles. Pendant un moment, le fil s'est arrêté. Puis Laura a répondu, vous deux formez une super équipe. Spencer, ta prestation était merveilleuse. Arthur a ajouté un pouce levé à la révélation de Spencer et n'a rien écrit d'autre. Tante Debra a envoyé un cœur à Quinn, puis est revenue à louer la phrase sur l'amitié. Personne n'a nié ce que Quinn avait fait. On leur avait dit clairement, pourtant l'attention s'est portée sur la personne au micro parce que la performance était visible et que la rédaction s'était produite ailleurs. Spencer lui a envoyé un texto en privé cette nuit-là, sérieusement. Merci. J'ai dit à tout le monde que c'était de toi. Je sais, a-t-elle répondu. Elle n'était pas en colère contre lui. Cela rendait presque la douleur plus difficile à situer. À 11 heures,
elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé une histoire sur une femme qui travaillait dans une laverie automatique, pliant les vêtements des autres pendant la journée et essayant de déplier sa propre vie la nuit. Le premier jet était brut et trop court. Il était aussi vivant. La femme de l'histoire n'était pas Quinn. Elle avait 52 ans, était fraîchement divorcée et incapable de jeter quoi que ce soit qu'un client laissait derrière lui. À minuit, la laverie avait acquis un distributeur automatique en panne, une rangée de chaises oranges et un client régulier qui lavait le même manteau propre tous les vendredis. Quinn ne savait pas encore ce que tout cela signifiait. Pendant 2 heures, le sens était moins important que la permission. À 1.06 am, elle a atteint le dernier paragraphe. Elle a corrigé 3 fautes de frappe, changé le titre 2 fois et s'est empêchée de trop le polir au point de lui ôter sa vie. Les textes publicitaires permettaient rarement des sentiments non résolus. Une marque voulait une promesse, un produit et une prochaine étape. L'histoire se terminait par une question. Quinn l'a envoyée à son père le lendemain matin avec pour objet « J'ai écrit quelque chose, j'adorerais avoir tes pensées ». Arthur a répondu 2 jours plus tard. « Salut, Kenny. Je l'ai lu. Beau travail. Au fait, as-tu parlé à Spencer récemment ? Le nouveau poste semble stressant. Je pense qu'un appel de sa sœur lui ferait du bien. Affectueusement, papa. » Quinn a lu le courriel 2 fois. Elle avait espéré un détail qui prouverait qu'il était entré dans l'histoire. La note dans la poche du manteau, le sèche-linge en panne, la femme qui arrivait tous les vendredis. Au lieu de cela, elle a eu beau travail suivi de Spencer. Elle a fermé le courriel et est allée travailler. À Spokane, Arthur a enregistré la pièce jointe avant de fermer son ordinateur portable. Il l'a glissé dans un dossier à côté du CV de Spencer et des déclarations de revenus de l'année précédente. Ce soir-là, pendant que Laura regardait un drame médical en bas, il a relu l'histoire. Il a reconnu la compression et le contrôle. Il a vu que sa fille avait un don. Ce qui lui manquait, c'était une réponse utile à un art qui ne présentait aucun argument et ne menait à aucune qualification qu'il comprenait. Arthur avait autrefois imaginé Quinn poursuivant une maîtrise ou un doctorat académique avec des séminaires, des publications et un chemin qu'il pourrait décrire à ses collègues. La publicité n'était jamais entrée dans ce tableau. Il savait qu'il valait mieux ne rien dire. Le silence semblait plus gentil. Il ne comprenait pas que le silence pouvait livrer son propre verdict. Arthur a envisagé de rouvrir le courriel et d'ajouter quelque chose de spécifique. Il pourrait mentionner le manteau ou la chaussette rouge. Chaque phrase qu'il rédigeait semblait soit académique, soit faussement décontractée. Après 10 minutes, il a fermé la fenêtre. Il a supposé qu'il y aurait une autre occasion. Les parents font souvent cette supposition parce qu'ils ne peuvent pas voir quel petit moment leurs enfants ont désigné comme le test. En septembre, Laura a appelé avec des nouvelles. Arthur recevait un prix d'enseignement pendant la semaine de reconnaissance du corps professoral. Le département de sciences politiques organiserait une petite cérémonie le jeudi soir pour les collègues et la famille. « Tu es si doué avec les mots », a dit Laura. « Pourrais-tu écrire quelque chose sur ton père ? Quelques paragraphes que je peux lire. Peut-être qu'on pourra l'encadrer après ? » Bien sûr, a dit Quinn. Elle le pensait. Arthur lui avait lu It à voix haute quand elle avait 6 ans. Il lui avait appris à s'attarder sur les phrases et à se méfier du premier mot qui venait à l'esprit. Elle l'aimait pour cela, même s'il ne pouvait pas reconnaître où ses leçons l'avaient mené. Quinn a écrit 300 mots sur un enseignant qui demandait aux étudiants de lire Le Monde attentivement et qui avait appris à sa fille à faire de même. Elle a inclus son habitude de corner les pages des livres et la pause qu'il prenait avant de répondre à des questions difficiles. La cérémonie a eu lieu dans une salle de séminaire à l'université d'Arthur à Spokane. 40 personnes se sont rassemblées autour d'une longue table en chêne. Des professeurs, un doyen, des étudiants diplômés et la famille Bennett. Laura portait la robe grise qu'elle gardait pour les fonctions universitaires. Spencer est arrivé avec sa cravate légèrement de travers après avoir conduit depuis Bellevue. Quinn avait traversé le col de Snoqualmie cet après-midi-là sous un ciel de la couleur de l'acier. Avant de lire, Laura a regardé vers la deuxième rangée. Quinn a écrit ceci pour son père, a-t-elle dit. Le crédit était bref mais clair. La voix de Laura s'est brisée sur la ligne concernant les livres aux pages cornées. Une professeure aux cheveux argentés au premier rang a pressé une main sur sa poitrine. Quinn a ressenti la satisfaction privée d'avoir immobilisé une salle. Pendant la réception,
un collègue a touché le bras d'Arthur. Cet hommage était magnifique. Arthur a jeté un coup d'œil vers Quinn. Laura a pensé à encadrer quelque chose et Quinn a fait l'écriture. Elle a toujours été douée avec les mots. Il croyait l'avoir louée. Quinn a entendu une description qui aurait pu s'appliquer à une belle écriture ou à des cartes d'anniversaire intelligentes. Elle t'a parfaitement capturé, a dit le collègue. C'est vrai, a répondu Arthur. Cela comptait. Cela ne réparait pas tout, mais cela comptait. Sur le chemin du retour à Seattle le lendemain matin, Quinn a rejoué l'échange. Arthur avait nommé sa contribution. Laura l'avait crédité avant de lire. Rien d'objectivement injuste ne s'était produit dans ce couloir. La déception venait de l'ampleur de la réponse. 300 mots avaient transporté une salle à travers 30 ans de la vie d'Arthur. Pourtant, la famille parlait encore de la capacité de Quinn comme d'une facilité agréable plutôt que d'une discipline qu'elle avait mis des années à construire. Elle savait aussi que demander à un politologue en fin de carrière de discuter de l'artisanat lors d'une réception pouvait être de demander une aisance qu'il ne possédait pas. Les deux faits pouvaient être vrais. Son père avait essayé, et son effort n'avait pas été à la hauteur de ce qu'elle voulait. La pluie l'a suivie à travers le col et est devenue un pâle soleil d'automne à l'ouest des Cascades. Au moment où elle a atteint Seattle, elle avait décidé de ne pas transformer la réception en un nouveau grief. Elle a sauvegardé le programme de la cérémonie dans le même dossier de portfolio où elle gardait les campagnes terminées. À Noël, l'hommage encadré était accroché dans le couloir de la maison des Bennett. La salle à manger sentait le romarin, le porc et les pommes au four. Laura avait placé un cierge en ivoire non parfumé à chaque extrémité de la table. La bougie au pain brûlait sur un buffet dans le salon, assez loin pour ne pas concurrencer le dîner. Du brie au four avec de la confiture de figues et des pacanes attendait à côté d'une bouteille de vin rouge. Barnaby, le chien de la famille âgé de 9 ans, dormait sous la table avec son menton sur le pied de Quinn. Ces conforts ordinaires faisaient partie de la vérité. Les Bennett se souvenaient des allergies, s'envoyaient des articles sur le sommeil et vérifiaient les caméras de l'autoroute chaque fois que l'un ou l'autre des enfants traversait le col en hiver. Ils étaient capables de dévotion. Les louanges étaient là où leur aisance faisait défaut. « As-tu pensé à retourner à l'école » a demandé Laura en passant les choux de Bruxelles. « Peut-être une maîtrise ?»« J'aime ce que je fais, maman. » Laura a posé la cuillère de service. « Je sais. Je veux que tu aies de la stabilité. La conception-rédaction est une carrière. Je n'ai pas dit que ce n'en était pas une. » Le silence s'est fait à table. Quinn est l'artiste de la famille, a dit Spencer. Il a attrapé le vin et a adressé à sa sœur un sourire incertain. Je ne suis qu'un nerd de la technologie. Il avait l'intention de la défendre. Le mot artiste plaçait encore Quinn en dehors du système familial de salaire, de diplôme et d'échelle prévisible. Laura a lissé la nappe. Nous sommes fiers de vous deux. Quinn a pris une autre pomme de terre. Elle ne se faisait pas confiance pour répondre. Spencer l'a regardé baisser les yeux. Il a compris que sa tentative avait échoué, mais a mal identifié la raison. Il pensait que Quinn n'aimait pas être appelée une artiste parce que le mot semblait peu sérieux. Il ne réalisait pas qu'elle s'opposait à devenir l'exception charmante de la famille, la personne dont le talent était admiré le plus sûrement lorsqu'il restait décoratif. Laura a orienté la conversation vers la rénovation de la cuisine d'un voisin. Arthur a demandé si quelqu'un voulait plus de vin. En 2 minutes, la table était de nouveau chaleureuse, ce qui était l'une des compétences de la famille. Le malaise ne durait jamais assez longtemps pour devenir une discussion honnête. Quinn aurait pu dire « J'ai besoin que vous posiez des questions sur mon travail sans en faire un problème à résoudre. » Elle a répété la phrase en portant les assiettes à la cuisine. Elle ne l'a pas dite. Des années d'accommodement avaient rendu les demandes directes plus dangereuses que la déception. Plus tard, alors qu'elle faisait la vaisselle, Arthur a posé une main sur son épaule. « Cet hommage que tu as écrit, » a-t-il dit. C'était plus que d'être doué avec les mots. J'aurais dû dire ça à la réception. Quinn a gardé les mains dans l'eau chaude de la vaisselle. « Merci, papa. » Il a attendu, espérant qu'elle pourrait se retourner. Elle ne l'a pas fait. Arthur a quitté la cuisine en sachant qu'il avait manqué quelque chose et incertain s'il était arrivé trop tard pour le récupérer. 4 mois plus tard, fin avril, l'agence s'est rendue à Portland pour les American Advertising Awards du District 11 de cette année-là.
La campagne de déterge avait déjà remporté l'or au concours de Seattle fin mars, la faisant automatiquement passer au niveau du district. À la fin de la cérémonie de Portland, elle avait de nouveau remporté l'or. Le prix du district l'enverrait au jugement national. L'agence a traité le voyage à la fois comme une célébration et du travail. Comme la réception de bienvenue était prévue pour le vendredi soir et la cérémonie pour le samedi soir, Victor a réservé un bloc de chambre pour les 2 nuits. Le responsable du compte a fait circuler un itinéraire de dîner, et tout le monde a reçu un rappel que le client pourrait être présent. Quinn a pris le train de Seattle avec Stella le vendredi après-midi. Elles ont passé la majeure partie du trajet à discuter d'un projet sans rapport et les 20 dernières minutes à décider si les baskets comptaient comme des chaussures acceptables pour la réception de bienvenue. Elles le sont si elles sont assez chères, a dit Stella. Quinn avait emballé la robe noire qu'elle avait achetée pour les soirées de remise de prix et une paire de talons qu'elle regretterait à 10 heures. La cérémonie s'est déroulée dans une salle de bal d'un hôtel de Portland avec de la moquette à motifs, des lustres brillants et un photocall près de l'entrée. Des vestes pendaient au dossier des chaises. Les gens faisaient des blagues discrètes sur les clients et applaudissaient les agences rivales avec la générosité mal à l'aise des concurrents. Le programme listait les crédits officiels. Victor comme directeur de la création, Stella comme directrice artistique senior, et Quinn comme conceptrice-rédactrice, suivie par le stratège, le responsable de compte, les designers, le producteur et les partenaires de production. Lorsque le travail gagnant a été diffusé, les graphiques de l'événement affichaient l'agence, le titre de la campagne et l'équipe créative. Le nom de Quinn apparaissait en petits caractères à côté de celui de tous les autres. Victor a accepté le trophée au nom de l'agence. Au micro, il a remercié toute l'équipe, puis a ajouté, Stella a construit le système visuel, et Quinn a écrit la phrase qui a donné à toute la campagne sa colonne vertébrale. Stella a levé son verre vers Quinn. La table a applaudi. C'était la reconnaissance. Quinn le savait et s'est permis d'en profiter. Victor est revenu avec l'Adi d'or du district et l'a placé au centre de la table. Le trophée portait les noms de la campagne et de l'agence. Les crédits individuels vivaient dans le programme, le dossier d'inscription et les portfolios des personnes qui l'avaient réalisé. Tiens-le, a dit Stella à Quinn. Quinn a soulevé le trophée pour la photo d'équipe. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait prévu. Victor se tenait d'un côté et Stella de l'autre pendant que le responsable de compte attirait 2 designers juniors dans le cadre. Pour une fois, Quinn occupait le centre parce que Stella l'avait discrètement arrangé. Ensuite, Victor lui a donné le programme imprimé. Garde celui-ci. Les clients perdent les crédits, les sites web de prix se refont une beauté, le papier survit. Il avait raison. Quinn a écrit la date à l'intérieur de la couverture avant de le placer dans son sac. Plus tard dans la nuit, de retour dans sa chambre d'hôtel, Quinn a ouvert la discussion familiale et a posté 2 photographies. L'équipe de l'agence tenant le trophée et l'image clé de la campagne avec sa ligne de 6 mots. Notre campagne de déterge a remporté un Adi d'or de district ce soir. J'ai écrit le texte et maintenant elle va aux nationaux. Laura a répondu avec 3 cœurs d'or. C'est merveilleux, chérie. Félicitations. Arthur a écrit, bien joué. Est-ce que l'agence donne un bonus à l'équipe pour cela? Spencer a ajouté un emoji de feu. Je savais que la personne des mots ferait un malheur. Quelques autres réactions ont suivi. Puis la conversation s'est arrêtée. Quelques minutes plus tard, Laura a appelé de Spokane. Elle voulait savoir à quoi ressemblait la campagne et si Quinn avait écrit tous les 6 mots montrés sur la photographie. La question était maladroite mais sincère. Quinn a expliqué que la campagne comprenait des pièces imprimées, extérieures et numériques et que Stella avait construit le système visuel. Alors c'est un prix important? A demandé Laura. Ça l'est dans notre industrie. Alors j'aurais dû en faire plus de cas. Je suis fier de toi. Quinn l'a remercié. Laura avait eu besoin que la compétence soit traduite avant de pouvoir répondre. C'était un progrès, bien qu'une partie de Quinn souhaitait toujours que la curiosité soit venue avant la calibration. Personne ne l'avait ignoré ou insulté. La réussite n'avait simplement pas réussi à s'étendre dans leur imagination. La promotion de Spencer avait produit 47 messages parce qu'ils comprenaient les promotions. Un prix de publicité ne leur donnait rien à quoi se raccrocher, sauf la fierté pour une fille dont la profession restait abstraite. Quinn a posé le téléphone face contre table. Pour la première fois,
elle n'a pas utilisé leur réponse limitée pour réduire la taille de sa propre réussite. Début juin, environ 5 semaines après la cérémonie de Portland, les gagnants nationaux ont été annoncés. La campagne de déterge n'apparaissait pas sur la liste. Le Slack de l'agence s'est rempli de cœurs, de blagues et de promesses pour l'année suivante. Quinn a été déçu pendant un après-midi. L'heure du district restait réelle. En juillet, Stella lui a envoyé un texto à propos d'un atelier du soir de 6 semaines tenu dans une salle louée au-dessus d'une librairie indépendante à Pioneer Square. C'est pour les gens qui créent des choses au travail et qui veulent créer des choses pour eux-mêmes. Tu devrais venir. Quinn a répondu, je ne sais pas. Tu sais. Tu as peur que la réponse soit oui. Elles se sont rencontrées pour déjeuner la semaine suivante dans un restaurant près de l'agence. Stella a commandé un club sandwich et a attendu que Quinn arrête de réarranger les frites dans son assiette. Pourquoi ça t'intéresse? A demandé Quinn. Pourquoi as-tu peur de dire oui? A demandé Stella en retour. Quinn a réfléchi à la question. Peut-être que je devrais juste postuler pour une maîtrise en éducation. Ma mère comprendrait mieux ça. Stella a secoué la tête, un petit mouvement, presque imperceptible. J'ai passé des années à vivre selon les attentes des autres. Toujours bloqué à la même bifurcation, faire ce qu'ils voulaient ou faire ce que je voulais. Ça m'a pris plus de temps que ça n'aurait dû, mais je suis contente d'être enfin moi-même. Ma famille n'est pas toxique, a dit Quinn. Ils se souviennent de mes allergies. Ils vérifient le col quand je rentre en voiture. Ils m'aiment. Ils ne voient juste pas cette partie. Tu n'as pas besoin de les qualifier de toxiques pour admettre que ça fait mal. C'était plus difficile à rejeter. L'atelier se réunissait les jeudis soirs. Il y avait 9 étudiants, la plupart plus âgés que Quinn, portant des pages annotées et la concentration nerveuse de personnes se préparant à exposer un travail inachevé. La première semaine était consacrée à d'autres écrivains. Quinn a marqué leurs pages avec soin et n'a parlé qu'après tout le monde. Elle savait comment défendre un titre lors d'une réunion client, mais la fiction retirait la protection d'un brief. Aucun stratège n'avait identifié un public pour la laverie. Aucun dossier de recherche ne pouvait prouver que la chaussette rouge appartenait au 2e paragraphe. Pour la 3e réunion, Quinn a révisé l'histoire de la laverie et l'a lue. Le groupe en a discuté pendant 20 minutes pendant qu'elle écoutait. Ils ont admiré le personnage principal mais ont remis en question une fin qui se résolvait trop proprement. Puis l'instructrice a tapoté la première page. Les laveries automatiques sont une aubaine pour les écrivains débutants, a-t-elle dit. Lumière fluorescente, vêtements d'inconnus, cercle tournant derrière une vitre. Le symbolisme arrive préchargé. Si vous gardez le décor, vous devez le mériter. Qu'est-ce que cette femme comprend du travail qu'un client ne comprendrait pas? Les commentaires ont piqué parce qu'ils étaient exacts. Quinn avait rendu la pièce plus soigneusement que le travail. En haut de ses notes, elle a écrit « Rends la bonne dans son travail ». Un lecteur pensait que l'imagerie du pliage apparaissait trop souvent. Un autre voulait plus de la femme qui apportait le même manteau propre tous les vendredis. Quinn a rempli 3 pages de notes et a découvert que le désaccord ne devait pas nécessairement signifier l'échec. À la fin de la discussion, une femme de l'autre côté de la table s'est penchée en avant. Que se passe-t-il après qu'elle ait trouvé la note? C'était la première question qui traitait le monde inventé de Quinn comme un lieu où il valait la peine de rester. Pendant la 5e semaine, l'instructrice a écrit MFA dans la marge du manuscrit de Quinn et l'a encerclé. Cette nuit-là, Quinn a ouvert la page des admissions pour un programme de création littéraire à faible résidence réputé dans le Vermont. Il admettait des cohortes d'hiver et d'été. Le trimestre d'hiver commençait par une résidence de 10 jours en janvier, suivie d'un travail individuel avec un mentor du corps professoral depuis chez soi. Les candidatures pour janvier devaient être déposées avant le 1er septembre. La liste de contrôle l'a arrêté. Un manuscrit de fiction de 20 pages maximum, qui pouvait consister en une nouvelle complète. Un essai de 2 à 3 pages sur sa vie de lectrice. 3 recommandations. Des relevés de notes officielles. Des frais de dossier. Si elle était admise, elle devrait s'absenter de Seattle pendant 10 jours en janvier, utiliser environ 8 jours de congés payés, acheter un billet d'avion à travers le pays et établir un plan de frais de scolarité qui ne consommerait pas ses économies. Elle a fermé l'onglet, mais elle ne l'a pas oublié. Pendant 2 jours, Quinn a lu les pages du programme pendant le déjeuner.
Elle a emprunté des livres du corps professoral à la bibliothèque publique de Seattle, a recherché l'accréditation, a comparé les exigences de diplôme et a cherché des preuves que les anciens élèves continuaient de publier après le diplôme. Elle a également lu des avertissements d'écrivains qui regrettaient d'avoir lourdement emprunté pour un MFA. Les avertissements comptaient. Vouloir le programme ne rendait pas chaque prix responsable. Le mercredi, elle a assisté à une session d'information virtuelle depuis son appartement. Le directeur a expliqué que les étudiants venaient au Vermont 2 fois par an, vivaient sur le campus pendant les résidences de 10 jours et travaillaient à distance avec des mentors entre les visites. La plupart avaient un emploi. Plusieurs avaient des enfants. Le programme ne transformerait pas la participation en un poste d'enseignant, un contrat d'édition ou un meilleur salaire. Sa promesse était le temps, le mentorat et une communauté sérieuse. Cette réponse a fait que Quinn lui a fait davantage confiance. Le lendemain soir, elle a créé une feuille de calcul. Les frais de scolarité et les frais de voyage estimés allaient dans une colonne. Les économies, les bourses possibles et la dette maximale qu'elle était prête à accepter allaient dans une autre. Le total l'a effrayée. Il n'a pas pris la décision pour elle. Elle a demandé une recommandation à l'instructrice de l'atelier après le cours. L'instructrice a accepté et a demandé un CV ainsi que l'histoire révisée. Stella a dit oui avant que Quinn n'ait fini de demander. Victor a mis plus de temps. Pas par réticence, mais parce qu'il voulait comprendre ce que les lettres devaient aborder. « Votre écriture est excellente », a-t-il dit. « Je peux aussi leur dire que vous respectez les délais et que vous ne devenez pas précieuse lorsque le travail a besoin d'être révisé. C'est peut-être la chose la plus gentille que vous m'ayez jamais dite. Ne mettez pas ça dans votre déclaration personnelle. » Quinn a commandé un relevé de notes officiel de son université et a entré l'adresse électronique de chaque recommandataire dans le portail de candidature. Le système leur a envoyé des liens de téléchargement individuels. Elle a placé une demande de congé provisoire pour les dates de janvier et a dit à son superviseur que cela dépendait d'une décision d'admission. L'agence a approuvé la réservation, à condition qu'elle organise une couverture avant les vacances. Pendant 4 semaines, elle a travaillé sur la candidature après le dîner et pendant tous les week-ends. L'histoire de la laverie est passée de 11 à 18 pages, puis s'est contractée à 16. Stella a lu l'essai personnel et a barré chaque phrase qui semblait écrite pour un comité d'admission au lieu d'un être humain. L'instructrice de l'atelier a retourné des commentaires. Quinn a révisé à nouveau. La page la plus difficile était celle sur la raison pour laquelle elle voulait le diplôme. Sa première version tentait de justifier la création littéraire par des compétences qui profiteraient à l'agence, stratégie narrative, empathie du public, discipline de la forme longue. Stella a dessiné une boîte autour du paragraphe. « Croyez-vous à tout cela » a-t-elle demandé. « En partie. » Alors écrivez la partie que vous croyez le plus. Quinn a remplacé le paragraphe par 4 phrases sur le fait de passer des années dans les voies des autres et de vouloir découvrir ce qui restait quand personne ne fournissait le brief. Le langage était plus simple. C'était aussi vrai. 2 lettres de recommandation sont arrivées le 28 août. Victor a soumis la sienne le 31 août à 6:03 p.m. Le service de relevé de notes a confirmé la livraison ce soir-là. À 2:14 am le 1er septembre, Quinn a vérifié l'échantillon d'écriture une dernière fois, a payé les frais de dossier et a cliqué sur soumettre. Elle était seule dans son appartement, mais l'acte ne s'était pas produit dans l'isolement. 3 personnes avaient écrit des lettres. 9 avaient lu ces pages. Stella s'était disputée avec le paragraphe pendant 40 minutes. Quinn avait fait le reste. Elle a fermé l'ordinateur portable et est restée éveillée jusqu'à l'aube, effrayée et pleinement vivante. Le courriel d'admission est arrivé 6 semaines plus tard à 3:07 p.m. un mardi d'octobre, alors que Quinn assistait à une réunion de suivi client à l'agence. Elle a vu le nom du programme sur son téléphone lorsque l'écran s'est allumé à côté de son carnet. Elle n'a ouvert le message que 40 minutes plus tard, à la fin de la réunion. Puis elle a emporté son ordinateur portable dans une salle de conférence vide et a lu le premier paragraphe. Cher Quinn, nous sommes ravis de vous offrir l'admission au programme de maîtrise en beaux-arts à faible résidence en création littéraire, à compter de la résidence de janvier. Elle l'a lu 2 fois avant de retourner à son bureau. Il restait encore 2 heures dans la journée de travail, y compris une révision de titre et un appel avec le stratège de compte. Elle a accompli les 2 sans le dire à personne. Ce soir-là, de retour à son appartement, Quinn a de nouveau ouvert la lettre. Elle comprenait une bourse de mérite partielle,
accordé sur la base de la qualité de son échantillon d'écriture, et réparti sur les 4 trimestres académiques du programme. La bourse ne rendait pas le diplôme bon marché, mais elle maintenait le coût dans la limite qu'elle s'était fixée. Ses dates de congé étaient déjà réservées, et elle aurait près de 3 mois pour réserver le voyage et organiser la couverture. Le portail d'admission lui donnait 2 semaines pour accepter et payer la compte d'inscription. Avant d'appeler qui que ce soit, Quinn a ouvert sa feuille de calcul et a remplacé chaque estimation par les chiffres de l'offre. Elle a ajouté les livres, le transport aéroportuaire et une marge pour la 2e résidence. Les chiffres fonctionnaient toujours si elle restait dans son appartement actuel et reportait le remplacement de sa voiture d'une autre année. C'était la partie adulte du choix d'une nouvelle vie. Quinn a vérifié les totaux 2 fois, a accepté l'offre et a payé la compte avec l'argent de ses économies. Puis elle a appelé Stella. J'ai été acceptée. Stella a crié si fort que Quinn a éloigné le téléphone de son oreille. Elles ont parlé pendant 15 minutes de la bourse, de la résidence et de la phrase dans la lettre qui qualifiait la fiction de Quinn de contrôlée, humaine et tranquillement ambitieuse. Ce n'est qu'après cet appel que Quinn a lancé un FaceTime de groupe avec sa famille. Spencer s'est joint depuis son canapé à Bellevue. Arthur est apparu depuis son bureau à Spokane, encadré par des bibliothèques. Laura s'est jointe en dernier depuis sa voiture garée devant la clinique. J'ai des nouvelles, a dit Quinn. J'ai été accepté dans un MFA à faible résidence en création littéraire. Ils m'ont offert une bourse. Mes congés sont approuvés et je commence avec la résidence de janvier. 3 visages se sont figés. Laura a parlé la première. Oh, c'est merveilleux, chérie, mais qu'est-ce que tu en ferais? Elle n'a entendu la question qu'après qu'elle soit sortie de sa bouche. Laura avait eu l'intention de poser des questions sur l'avenir de Quinn, ce qui était sa façon d'organiser son inquiétude. Elle a vu le petit changement dans l'expression de sa fille et a su qu'elle avait commencé par la mauvaise chose. Arthur a ajusté ses lunettes. Publiez-vous des informations sur le placement des diplômés? Il pensait aider. Dans sa profession, les programmes étaient jugés par les résultats, le financement et la réputation institutionnelle. Il n'avait aucune idée que sa question sonnait comme une demande à Quinn de défendre la valeur d'être admise. Spencer a baissé les yeux lorsqu'une notification a allumé son téléphone. Cool, a-t-il dit. Il voulait dire, je te soutiens. Une syllabe ne pouvait pas porter le poids qu'il lui assignait. Quinn a attendu. Aucun d'eux n'a dit qu'il était fier d'elle. Merci, a-t-elle dit. Je voulais que vous le sachiez. Elle a mis fin à l'appel avant que la conversation ne puisse devenir une discussion sur une logistique qu'elle avait déjà résolue. À sa table de cuisine, elle a pleuré pour la réponse qu'elle avait prédite et espérait toujours ne pas recevoir. Elle a envisagé de rappeler et de leur dire exactement ce dont elle avait besoin. La phrase était simple. Je voulais des félicitations avant les questions. Son pouce a plané au-dessus de la discussion familiale. Elle était trop à vif pour commencer une conversation dans laquelle elle pourrait finir par les réconforter de l'avoir blessée. Au lieu de cela, elle a envoyé la phrase à l'application Notes. L'évitement et le timing pouvaient paraître identiques de l'extérieur. Quinn a décidé qu'elle reportait la conversation, pas qu'elle l'abandonnait. La bourse était réelle. L'échantillon d'écriture était le sien. Personne dans sa famille n'avait accordé la permission et personne ne pouvait la retirer. Leur approbation aurait compté. Elle n'avait plus à décider de la taille de sa fierté. À Spokane, Arthur a recherché le corps professoral du programme, l'accréditation et les publications des anciens élèves. Il a lu pendant 20 minutes. Les parcours professionnels semblaient incertains par rapport à la permanence, à la médecine ou au génie logiciel. Mais le corps professoral était sérieux et le travail des étudiants était plus fort qu'il ne l'avait prévu. Le dossier sans nom sur son bureau contenait toujours l'histoire de la laverie de Quinn et l'hommage qu'elle avait écrit pour lui. Il a rouvert l'histoire. En bas, Laura a rejoué sa première phrase de l'appel. « Qu'est-ce que tu en ferais ?» Elle avait entendu une porte bouger dans la voix de Quinn. Cette nuit-là, elle a créé une alerte Google pour le nom complet de sa fille, un geste pratique qui semblait plus sûr que d'admettre qu'elle ne savait pas comment rouvrir la conversation. À Bellevue, Spencer a repris son émission. 10 minutes plus tard, il l'a mise en pause et a cherché MFA à faible résidence. Il a lu assez longtemps pour comprendre que la résidence de janvier n'était pas des vacances et que Quinn écrirait 20 heures de plus la plupart des semaines tout en gardant son emploi. Il a envoyé un texto, « Je viens de vérifier.
C'est un véritable engagement. Félicitations, Queenie. Queen a vu le message avant de se coucher. Merci, a-t-elle écrit. Ce n'était pas tout. C'était quelque chose. Les 12 mois suivants ont été exigeants et principalement ordinaires. En janvier, Queen s'est envolée vers l'Est pour la résidence de 10 jours. Ces journées commençaient par un atelier et se terminaient par des lectures, des conférences du corps professoral et des conversations dans des couloirs surchauffés. Après son retour à Seattle, elle a gardé son horaire d'agence et a réservé les petits matins plus les dimanches après-midi pour le MFA. Certaines semaines, elle n'a pas réussi à protéger ses heures. La plupart des semaines, elle retournait quand même à la page. La première résidence était moins romantique que la brochure. Son vol a été retardé à Chicago. Le radiateur du dortoir sifflait toute la nuit et le café du petit déjeuner était épuisé avant la première conférence. C'était aussi le premier endroit où les présentations commençaient par ce que les gens écrivaient plutôt que par ce qu'ils gagnaient. Queen a dit « fiction ». Et personne n'a demandé ce qu'elle comptait en faire. Le 4e matin, son atelier a passé 45 minutes sur l'histoire de la laverie. Le responsable du corps professoral a contesté une réconciliation facile dans la scène finale. Queen l'a défendu, a mal dormi, puis a coupé la scène avant le petit déjeuner. Perdre 3 pages à clarifier tout ce qui les entourait. Elle allait toujours à Spokane pour les vacances. Elle félicitait toujours Spencer lorsqu'il menait un lancement de produit réussi. Elle a également cessé de se porter volontaire pour écrire les discours des autres. Quand Spencer a demandé en février si elle pouvait jeter un coup d'œil à une présentation pour le travail, la pièce jointe contenait une diapositive de titre et 3 points. Queen a ouvert le fichier. 1 an plus tôt, elle avait construit tout son discours de mariage à partir de moi. Cette fois, elle l'a fermé sans taper un mot. Je n'écris pas celui-ci pour toi. Envoie-moi un brouillon complet et je te donnerai des notes. La réponse de Spencer est arrivée 2 heures plus tard. Compris. Il n'y avait pas de blague et pas de référence affectueuse à sa personne des mots. La petite froideur a fait mal. Queen l'a laissé passer. 2 jours plus tard, Spencer a envoyé un brouillon maladroit mais reconnaissable. Queen a ajouté des commentaires dans les marges au lieu de remplacer sa voix par la sienne. Il l'a révisé lui-même. Pendant son premier trimestre de MFA, elle a révisé l'histoire de la laverie 6 fois de plus. Elle l'a soumise à des revues littéraires en mars et a reçu 4 rejets, 3 lettres types et une note aimable d'un éditeur qui admirait la fin. Une petite revue l'a acceptée en août et a offert un honoraire de $50. La publication était prévue pour octobre. La biographie du contributeur disait « Queen Bennett est une écrivaine et candidate au MFA vivant à Seattle ». C'est sa première histoire publiée. Elle a fixé les 5 premiers mots « Queen Bennett est une écrivaine ». La phrase n'effaçait pas sa carrière de conceptrice-rédactrice. Elle nommait la partie qu'elle avait autrefois traitée comme conditionnelle. Elle a envoyé le lien de la publication à Stella, Victor et à sa cohorte de MFA. Elle ne l'a pas envoyé à la discussion familiale. Cette fois, elle a compris le choix qu'elle faisait. Elle n'utilisait pas leur silence comme une preuve contre eux. Elle voulait quelques jours pendant lesquels la publication n'appartiendrait qu'aux lecteurs qui avaient suivi le travail de brouillon en brouillon. 3 semaines plus tard, les alertes Google de Laura ont fait apparaître la page de la revue. Elle a lu l'histoire au comptoir de la cuisine à Spokane. Certains passages la troublaient. Un détail, une mère pliant le pull abandonné d'un enfant, l'a fait s'asseoir. Elle a envoyé un texto à Queen, « Je l'ai lu. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé ça magnifique. » 15 mots. En dessous se trouvait le message que Laura n'avait pas réussi à taper. Je t'ai cherché. Je t'ai trouvé. Queen a lu le texto 2 fois. Les louanges de sa mère ne pouvaient pas remplacer les années qui avaient appris à Queen à se faire plus petite. Ce n'était pas nécessaire. C'était une véritable tentative de franchir la distance. Merci de l'avoir trouvé, maman, a-t-elle répondu. Laura a envoyé un cœur bleu. Queen a posé le téléphone à côté de son ordinateur portable et a tourné le pot de lavande d'un quart de tour, pour que le côté ombragé puisse attraper le soleil de l'après-midi. Elle a ouvert un document vierge. Le curseur attendait. Aucun logo de client n'occupait le coin. Aucun podium n'attendait Spencer. Aucune plaque universitaire n'attendait Arthur. Queen a commencé un premier brouillon,
sachant qu'il changerait plusieurs fois avant d'être terminé. Quelle que soit la version finale, elle serait la sienne. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.